Donc je vais donner un point de vue parmi d'autres de directrice de centre, à savoir le Centre universitaire d'études françaises de l'Université Grenoble-Alpes, en sachant que j'ai prévu mon intervention plutôt en posant un certain nombre de questions, qui sont des questions qu'on se pose lorsqu'on est à la direction, à la tête d'une équipe pédagogique et administrative, et dans une université comme celle de l'Université de Grenoble, en sachant que le QF, donc c'est un centre universitaire, donc on est dans le public, pas depuis très longtemps, puisque le QF, qui est l'héritier d'une structure qui fête cette année ses 120 ans, le CP2E, le comité de patronage des étudiants étrangers, donc qui existe depuis 120 ans, puisque c'est en 1896 que le premier cours de français langue étrangère destiné à un étudiant étranger, c'était un Allemand, a été proposé donc à Grenoble par cette association qui très vite a eu des relations très étroites avec l'université Lettres et Langues. Il y a eu de longues décennies de relations très privilégiées avec des hauts et des bas de cette structure associative, mais ayant des relations très privilégiées avec l'université. Et puis, en 2012, le CP2E, comme association, a cessé d'exister pour laisser la place au QF, Centre universitaire d'études françaises, comme service commun de l'Université Stendhal Grenoble 3. Et donc, depuis la fusion des universités, des 3 universités grenobloises, c'est-à-dire 1er janvier 2016, nous sommes devenus une composante à part entière de l'Université Grenoble-Alpes, une composante parmi les 24 autres composantes qui sont toutes, qui sont pour la plupart des UFR. Donc, comment se positionner par rapport au marché des langues quand on est un centre universitaire à autofinancement? Le QF ne reçoit pas de dotation de l'État, contrairement aux 23 autres composantes, puisque nous ne proposons pas de diplômes nationaux. On n'est pas dans le cadre du LMD. Donc, à partir du moment où on ne propose pas de diplômes nationaux, nous avons très peu d'enseignants État, puisque on a une structure tout à fait spécifique. En gros, le QF est constitué de 55 personnels, une quinzaine d'administratifs, qui sont presque tous des contractuels en CDI. Il y a une seule titulaire de l'enseignement supérieur qui est la directrice administrative de composante, et donc tous les autres sont des contractuels, CDI ou CDD. Une quarantaine d'enseignants, un tiers de titulaires éducation nationale, donc Prague ou PRCE, 2 tiers de contractuels en CDI ou en CDD, le seul enseignant-chercheur actuellement étant le directeur, enfin à savoir la directrice du QF, moi-même qui suis rattachée à la composante Lettres et Langues et donc à la section FLE. Donc c'est une structure en autofinancement, pas de dotation État. Et eh bien, tous les mois, il s'agit de s'assurer que les recettes générées permettront de verser les salaires à la fin de l'année. Bon, on s'en sort. On est sur un budget de 3 millions d'euros environ. Voilà. Et donc, on est sous pression. On est sous pression importante. Et toute une série de questions se posent au QF. Elle se pose à nous, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan administratif, que sur le plan du modèle économique et financier, puisque, bon, si on revient au thème de la journée, qui dit marché, dit offre et demande, clients, donc consommateurs, et fournisseurs, achats et ventes, concurrence aussi, rentabilité, équilibre, contraintes économiques, ce sont des mots qui sont, enfin, ce sont des concepts qui sont vraiment des éléments d'intérêt quotidien pour nous. Aussi important et aussi récurrent que le type d'approche méthodologique adoptée, la formation initiale et continue des enseignants, le type de recrutement, les projets pédagogiques à privilégier, etc., etc. Donc, un certain nombre de questions se posent en ce qui concerne la spécificité d'un centre universitaire de langue
mais qui doit aussi faire avec la pression du marché. Nous sommes centre universitaire, donc nous ne sommes pas une boîte de langue. Bon, quand on a dit ça, je ne sais pas si on a tout dit, on est un centre universitaire, ça veut dire que, tout d'abord, on doit rendre des comptes à l'université, on doit rendre des comptes à la présidence et à toutes les instances. On doit rendre des comptes au conseil d'administration de l'université qui vote nos tarifs. On doit rendre des comptes à l'équipe de ressources humaines de l'université qui valide nos recrutements et qui nous donne l'autorisation de recruter. On doit rendre des comptes à l'agent comptable de l'université, évidemment. Bon, je pense qu'un centre privé est aussi soumis à ce type de pression, mais nous avons en plus la lourdeur administrative. Et nous avons en plus les intérêts de l'université qui ne sont pas forcément convergents avec les intérêts du monde du FLE. Nous qui sommes tous dans le monde du FLE, on connaît les spécificités du monde du FLE, on connaît les spécificités du réseau, entre guillemets. Nous dépendons de plusieurs ministères, nous avons des opérateurs, nous avons des concurrents, directs ou indirects. Néanmoins, en étant soumis à une certaine... Enfin, on doit être sport les uns avec les autres et on ne doit pas non plus s'entretuer puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Et il faut sans cesse jongler entre des intérêts qui peuvent être contradictoires. Je donne un premier... je voulais donner un exemple que je ne retrouve pas et qui vient de sortir de ma tête, donc je le retrouverai peut-être après. Donc je donnerai l'exemple tout à l'heure. Alors, je reviens aux spécificités d'un centre universitaire. Par exemple, au sein de l'université, un centre comme le QF, mais comme d'autres centres, je vois ici, nous avons nos collègues du CLA de Besançon, un centre universitaire comme le QF a une place centrale au niveau de la mobilité entrante, donc au niveau de l'attractivité et du rayonnement de l'établissement par rapport aux étudiants étrangers, alors que nous, de notre point de vue, ce ne sont pas les étudiants en mobilité entrante qui sont forcément notre première cible. Notre première cible, ce sont très clairement, une de nos premières cibles, ce sont les étudiants qui sont à la recherche de stages intensifs de langue de 1 à 3 mois, ou les enseignants qui sont en recherche de stages de formation initiale ou continue spécifiques. Et donc, c'est cette population-là qui est une population qui a des besoins spécifiques, qui est une population payante aussi, que nous avons plus intérêt à capter, en sachant que pour l'établissement, ce qui va compter le plus, c'est le poids d'un centre comme le QF par rapport à la mobilité entrante et comme outil de rayonnement des relations internationales. Cette population-là, qui est extrêmement importante sur le plan symbolique, pèse peu au niveau des recettes. Donc nous devons trouver un équilibre puisque nous sommes soumis à plusieurs types de contraintes. Nous sommes dans un contexte universitaire, donc il y a une articulation privilégiée que nous avons forcément avec les différentes structures. Par exemple, au niveau de Grenoble, nous avons une relation privilégiée avec la section FLE, avec le laboratoire Lidilem ou d'autres laboratoires. Ceci constitue un avantage considérable parce que ça permet d'avoir une réelle dynamique avec ces différentes structures. Ça permet au QF d'être un terrain de stage, un terrain d'observation, un terrain de pratique aussi par rapport à un certain nombre d'étudiants ou d'enseignants ou de chercheurs. Donc ça, c'est un élément qui va compter d'une manière importante. En tant que centre universitaire, nous sommes aussi habilités à délivrer des diplômes. La spécificité du QF par rapport à d'autres centres universitaires en France, c'est que nous ne délivrons pas de diplômes État, nous délivrons des diplômes universitaires, donc qui constituent un facteur d'attraction très important. Pour en revenir à la notion de marché, nous avons constamment en vue l'équilibre de notre modèle économique. Quelle que soit la décision que nous prenons sur le plan strictement pédagogique, le modèle économique n'est jamais loin.
Je donne un petit exemple. Nous sommes engagés dans le cadre du label qualité FLE. Donc, nous avons une démarche qualité, que ce soit sur le plan pédagogique, administratif, financier, etc. Théoriquement, nous devons respecter les exigences du label qualité FLE en termes d'effectifs dans une salle de classe. Au niveau des effectifs minimaux et maximaux. Le problème, c'est que quelquefois, on peut être confronté à des situations dans lesquelles l'ouverture d'un cours n'est pas du tout rentable, ou alors dans laquelle les contraintes d'ordre pédagogique ne sont pas forcément compatibles avec les contraintes d'ordre économique. Et donc, on est constamment à faire des choix, et à faire des choix en tentant de ne pas provoquer une trop grande insécurité non plus, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a de l'humain derrière tout. Il y a des équipes administratives qui sont soumises à des pressions très importantes, puisque dans le cadre du label qualité FLE, à partir du moment où vous ne répondez pas en 24 heures ou 48 heures, c'est limite si vous ne recevez pas des mails incendiaires, mais que faites-vous, etc. Nous avons une équipe pédagogique aussi qui est soumise à une trop grande pression. Tout ce monde-là a besoin d'un vrai projet positif, a besoin d'une réelle dynamique, a besoin de considération aussi. Et donc, nous sommes constamment dans une situation d'équilibriste pour tenter de concilier les contraintes du marché et les contraintes de la structure dans laquelle nous fonctionnons. Alors, je vais peut-être arrêter et vous passer la parole, et puis on verra si je reprends par la suite. D'accord. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter l'établissement Alliance Française. Donc, pour cela, je vais m'aider de documents visuels, hein, et puis ensuite faire le focus sur les enjeux et les problématiques d'une structure comme la nôtre, une association qui marche comme une véritable PME. Donc, l'Alliance française de Lyon est, comme toutes les alliances françaises du monde entier, une association de droit local. Cette alliance française est très jeune, elle a 30 ans, une trentaine d'années, elle a été créée en 1984 par Charles Mérieux. Je dis très jeune puisqu'on a dans le réseau des alliances françaises de l'étranger, des alliances françaises comme celle de Nice, par exemple, qui ont plus de 130 ans. Donc, une création en 1984, et cette alliance a grandi très rapidement. Donc, actuellement, on est sur un réseau de membres d'une cinquantaine de personnes, une trentaine de bénévoles dans différents services, un budget annuel de 2 500 000 €, un autofinancement à 99,7%. Une quarantaine de salariés, dont à peu près la moitié une équipe pédagogique composée de 23 professeurs CDI, avec chaque mois à peu près on emploie entre 5, 6, 7 professeurs CDI en fonction de l'offre et de la demande que l'on a, puisqu'on a des demandes de cours qui peuvent nous arriver d'une semaine à l'autre. L'Alliance est propriétaire de son bâtiment depuis 2006. Donc, je ne sais pas si les personnes qui sont dans la salle connaissent le bâtiment. C'est un très beau bâtiment, donc 2500 mètres carrés, 17 salles de classe, une bibliothèque de l'apprenant, une salle multimédia. Donc 4 étages, et très bien situé à Lyon, dans le 3e arrondissement. Donc ça, c'est un atout fort également lorsque je vais parler de notre attractivité, hein, également. Donc on mise sur nos locaux. Hein. Au niveau financier, donc un autofinancement de 99,7%. Donc également, on jongle également afin de pérenniser l'association, pérenniser les emplois, puisque une quarantaine de salariés, on est un véritable outil de développement économique également. Hein. Donc nous sommes aidés par les collectivités territoriales, comme vous pouvez le voir, donc avec des enveloppes qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire en fonction de projets particulièrement ciblés, donc 5 000 € de la ville de Lyon pour mener un projet autour de la semaine de la langue française au mois de mars, et 3 000 €, donc ça c'est une subvention que l'on a depuis 2009, et une subvention de la région Rhône-Alpes depuis 2013 pour mettre en place des actions de partenariat avec l'Alliance française de Shanghai,
puisque la région de Rhône-Alpes est jumelée avec l'Alliance française de Shanghai. Donc, nous sommes une valeur ajoutée dans leur politique de collectivité territoriale. Donc, à Shanghai, on a organisé un prix littéraire auprès des étudiants de niveau B2, C1, C2. Donc, le premier prix est un voyage à Lyon pendant 1 mois et soutenu par la région Rhône-Alpes en ce qui concerne le transport et le logement. Et maintenant, nous menons des opérations d'ordre culturel avec des résidences artistiques autour de Shanghai, dans le domaine de la musique, dans le domaine du jazz, avec Jazz à Vienne. Alors, concrètement, en ce qui concerne le public que nous accueillons, donc nous sommes sur près de 2500 personnes accueillies, une multiculturalité importante, plus de 130 nationalités. Nous avons également un service hébergement. Nous hébergeons 450 personnes dans différentes structures. Nous travaillons avec 40 familles d'accueil, également avec les résidences universitaires et également avec les résidences hôtelières qui offrent un confort un petit peu plus meilleur lorsque certains apprenants, clients souhaitent avoir un meilleur service d'hébergement. Les étudiants restent chez nous 4 mois et demi, grosso modo. Donc on a des formules qui sont de 15 jours pendant l'été. En été, on a un public qui est très différent du public d'octobre au mois de juin. Donc l'été, 15 jours. Et puis ensuite, nous avons des sessions mensuelles. Donc ça, c'est aussi une de nos forces, c'est-à-dire que les étudiants peuvent rentrer dans nos cours chaque mois, que ce soit du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Et enfin, un panier moyen de 394 € qui a particulièrement augmenté, puisque là, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup développé notre service marketing et commercial. Le panier moyen a augmenté de près de 15% sur les 2 dernières années. Voilà pour vous présenter le public. Je termine avec quel type de public. Donc majoritairement des femmes. C'est un petit peu, on va dire, un petit peu ce qu'on peut retrouver dans les autres alliances françaises de l'étranger, en tout cas moi dans les autres postes où j'ai été. Donc 62% de jeunes femmes qui ont 25 ans. 53% sont des étudiants. 15% sont des salariés en France, 12% des salariés à l'étranger, 12% de demandeurs d'emploi en France ou à l'étranger et 8% de jeunes filles au pair. Donc nous avons des cours toute la journée et en soirée également. En journée, on accueille majoritairement des étudiants et en soirée, là, on a une population qui a une moyenne d'âge plus importante, dans les 35-40 ans. Et là, c'est là où on travaille particulièrement avec les entreprises et avec les personnes étrangères qui habitent Lyon et sa région. Au niveau des nationalités, donc vous avez les chiffres en 2015 et en 2016. Donc je reviendrai un petit peu par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on a eu, suite aux attentats de l'année dernière, on a eu des changements de clientèle. Donc pour cette année, en tout cas là c'est pour les chiffres jusqu'au mois d'avril. Donc la Chine qui est depuis à peu près 5 ans sur le top, à la première marche du podium. La Chine, une très forte montée de la Corée depuis l'année dernière, le Brésil, l'Espagne, l'Italie, Colombie également, donc très forte progression des Colombiens depuis le début d'année puisqu'ils n'ont plus besoin d'un visa pour entrer sur l'espace Schengen. Les États-Unis qui sont en grosse perte depuis les attentats, les Japonais qui faisaient partie du top 10 depuis plusieurs années ont disparu puisqu'ils ne viennent plus ici en France suite aux attentats. Et puis le Mexique également et les États-Unis. Alors, comment capter cette clientèle? Donc, comme je vous disais, nous, on fait partie d'un gros réseau international, 800 alliances françaises présentes dans 150 pays. Donc, on est régulièrement en lien avec notre réseau, en lien également avec les instituts français, avec tout ce que l'on peut appeler le réseau culturel diplomatique français. Nous avons des agents répartis dans certains pays, des agents avec lesquels on travaille. Donc, on est à peu près sur 300 agents dans le monde. On travaille avec, grosso modo, 90 représentations diplomatiques. Donc, les représentations diplomatiques, j'entends, les alliances françaises sont dedans, les instituts français sont dedans également. Des entreprises privées dans le bassin lyonnais, mais également des entreprises privées à l'international qui nous envoient certains salariés en formation. Je pense notamment hier, je traitais le cas d'un ouvrier du bâtiment, un Colombien, dont l'entreprise française souhaite qu'il améliore ses compétences linguistiques avant de partir sur l'Algérie. Donc on va l'avoir en formation 30 heures pour la semaine dans 15 jours.
Également, on travaille également, avec des organismes, différents organismes éducatifs. Alors, ces enjeux et ces problématiques d'une alliance française secteur privé, donc on a pas mal de choses qui sont redondantes avec un centre universitaire. Donc je vais passer à un autre document. Les défis majeurs que nous avons, défis majeurs et nos problématiques, un marché du fleu extrêmement concurrentiel, donc un marché local et un marché international. Un marché local au niveau de Lyon, on est 13 à faire du fleu. Donc on a 2 centres universitaires et ensuite on a des écoles privées. Un marché concurrentiel également national, puisque on est, si je ne m'abuse, arrêtez-moi si je me trompe avec les chiffres, mais je pense qu'on est 300 établissements FLE labellisés qualité FLE et 500 autres. Au total, en France, on est 500 à faire du FLE. J'en parlais auparavant, donc une attractivité en berne, en France, depuis les attentats terroristes. Donc certaines nationalités qui faisaient partie de notre top 10 depuis un certain nombre d'années. Donc j'en parlais, le Japon, les États-Unis, ce sont des pays avec des ressortissants qui ont peur et donc avec des politiques internes qui mettent en garde les ressortissants de ne pas voyager en France. Donc voilà, donc ces deux nationalités-là qui apportaient une manne financière très importantes ne sont plus parmi les 10 premières nationalités. Les Japonais, on a perdu 60% des Japonais par rapport à l'année dernière. Également, une diversité multiculturelle d'apprenants avec des vécus d'apprentissage très diversifiés. Donc, 130 nationalités différentes avec donc des vécus, des parcours universitaires ou scolaires extrêmement divers. Donc, c'est aussi au niveau pédagogique des défis à relever lorsque l'on a cette hétérogénéité à gérer en salle de classe. Également répondre aux attentes et aux objectifs d'apprentissage des publics accueillis. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des étudiants, on a à la fois des salariés, on a à la fois des demandeurs d'emploi qui ont des objectifs d'apprentissage extrêmement divers. On a des jeunes gens, 53% d'étudiants qui sont en train de jouer également la carte pour leur avenir. Donc, c'est des jeunes, la majorité des jeunes que l'on reçoit, c'est des jeunes qui vont se présenter au B2. Nous sommes également au centre d'examen DELF, DALF, TCF, DAEFLE et tous les TCF qui existent, TCF Québec, TCF tout public. Donc c'est des jeunes qui veulent aller vite, qui veulent apprendre vite pour pouvoir ensuite s'inscrire dans une université, soit à Lyon ou soit en France. On est également sur une clientèle particulière puisqu'on est sur une clientèle internationale. Donc c'est une clientèle extrêmement fragile. On n'est pas à l'abri d'avoir un litige binational entre la France et un pays X ou Y et de fait d'avoir une décroissance au niveau d'un pays. On a vu ça l'année dernière avec le Brésil, avec un changement de politique de visa où également, nous, le Brésil était une forte nationalité et on est en perte d'ailleurs de vitesse avec les Brésiliens. Et on le voit par exemple, on peut gagner au change, c'est-à-dire la Colombie. Les Colombiens n'ont plus besoin d'avoir de visa depuis le 1er janvier. Et en ce moment, on a, je ne vais pas dire une invasion, mais en tout cas, on travaille énormément avec la Colombie. On a plus de 50% de Colombiens en plus par rapport à l'année dernière. Des exigences également, donc des exigences avec des étudiants, mais c'est des apprenants clients. Donc, et là, on est en ce que vous avez abordé ce matin, donc dans le rapport avec un étudiant qui va se présenter en tant que client, c'est-à-dire qui va faire le rapport qualité-prix d'une école à l'autre, qui va également avoir des exigences de qualité en ce qui concerne les différents services qu'on va lui proposer, que ce soit des services pédagogiques, que ce soit du service également, que ce soit des services d'hébergement. Tous les autres activités que l'on organise également, activités culturelles ou autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, donc nous aussi, on jongle. On a un modèle économique qui est celui d'une PME. On est une association, on est supposé ne pas faire de bénéfices, mais on doit quand même pouvoir émarger et faire de bénéfices dans la mesure où on doit investir. Donc on doit investir d'abord dans les ressources humaines, puisque l'enjeu majeur dans un établissement, ce sont les ressources humaines. Donc les former, formation initiale, formation continue, suivre également les stagiaires que l'on peut recevoir
également dans l'équipe pédagogique. Investir également, comme je vous disais, au niveau des locaux, c'est-à-dire avoir un accueil exemplaire, des locaux qui soient adéquats. Donc 18 salles de classe, un champ informatique, des équipements informatiques, près de 70 ordinateurs. Donc ça veut dire également qu'il faut que ces 70 ordinateurs soient opérationnels tous les jours dans les salles de classe. Dès qu'on a un TBI qui ne marche pas, c'est un petit peu la panique. Voilà. Et puis, modèle donc également avoir des ressources pour pouvoir pérenniser l'association. Donc, ce qui est essentiel dans une alliance française, c'est la gouvernance. Donc, la gouvernance d'une alliance française, c'est le conseil d'administration. Un conseil d'administration à Lyon qui est composé de 30 personnes. L'instance décisionnelle et l'Assemblée générale qui a lieu au mois de juin. À Lyon, il y a un petit bureau qui se réunit composé de 8 administrateurs auxquels je rendais compte. Lorsqu'on parlait on rendait compte à qui? Donc à l'Alliance française, on ne rend compte à aucun ministère de tutelle puisque nous sommes complètement indépendants. C'est moi qui rendais compte aux dirigeants chaque mois sur l'activité de l'association. Le conseil d'administration se réunit 2 fois par an et le bureau se réunit une fois par mois. Donc une gouvernance très forte, doit être un pilier au niveau d'une alliance française. Et également les enjeux en ce qui concerne les ressources humaines. Donc, en ce qui concerne le corps professoral, puisqu'on est sur un forum autour des métiers, un métier du FLE, donc nous avons une équipe pédagogique composée de 23 CDI que nous formons continuellement. Et là, on est vraiment sur les formations en TIS. Nous avons créé un poste de chargé d'innovation et de création pédagogique l'année dernière. Une personne qui se dédie entièrement donc, au contenu de cours, mais également au support numérique. Actuellement, on est toujours en recherche. Lorsqu'on fait des recrutements, donc des recrutements tous les jours, on a des CV qui arrivent. C'est vrai que l'Alliance française a quand même une forte image auprès des personnes qui travaillent dans le FLE, une image de qualité, j'entends. Donc des CV, on en reçoit tous les jours. Donc nous, on recherche vraiment des profils très particuliers, on va dire. Nos critères de recrutement, c'est Master 1 ou Master 2 de FLE ou maîtrise de français et langue étrangère pour les personnes qui sont un petit peu plus âgés comme moi. Mais donc master, maîtrise. Ensuite, des personnes qui ont évolué à l'étranger, un minimum de 2 ans, soit dans une alliance, soit dans un institut, ou soit dans un autre centre éducatif. Des personnes qui parlent également une 2e, voire une 3e langue étrangère. Tout le corps professoral et l'ensemble de l'équipe est bilingue. C'est nécessaire d'accueillir dans des bonnes conditions les étudiants internationaux. Donc on a des personnes qui parlent toutes les langues, même les langues un petit peu rares. En ce moment, on est en train de chercher des personnes qui parlent coréen, japonais, puisqu'on a une très forte clientèle actuellement. Des personnes, des enseignants qui aient également une capacité, des compétences dans le domaine du FOS, juridique, médical, surtout actuellement, puisque on couvre les affaires français des affaires et français juridiques. Et également, on est à la recherche de doubles compétences dans le domaine de l'animation, puisqu'on est à la fois, je vais reprendre vos termes, on n'est pas une boîte de langue, les missions des Alliances françaises sont à promotion de la diffusion de la langue, mais de la culture française, des cultures francophones. À Lyon, la particularité dans les statuts, c'est la promotion du patrimoine local. Donc on est à même d'amener des étudiants pour visiter la belle ville de Lyon, patrimoine de l'UNESCO. Dans ce sens, lorsqu'on parle d'attractivité, donc comment est-ce qu'on peut se démarquer? C'est ça l'essentiel, c'est comment est-ce qu'on peut se démarquer des autres concurrents. Donc nous, on a joué l'atout UNESCO. Donc l'Alliance française a une labellisation UNESCO depuis 2 ans. Donc on est la seule Alliance française. Grenoble ensuite a suivi. Donc avoir une labellisation établissement UNESCO avec un projet d'établissement qui s'articule autour des valeurs de l'UNESCO, tant dans le domaine
des activités culturelles, mais également dans les contenus de cours. Donc on a une plateforme numérique qui peut être utilisée par les professeurs en cours, mais également en auto-apprentissage. Et nous avons des contenus de cours du A1 jusqu'au C2 pour mieux apprendre l'UNESCO. Qu'est-ce que les valeurs de l'UNESCO? Voilà. Donc on fait également de l'éducation à la citoyenneté par le français.